On va reparler donc de Mohamed Amra avec les informations qui sont données par le service police-justice de BFM TV, par Stéphane Selmy. Donc, si vous voulez que je vous fasse un résumé rapide, Mohamed Amra en prison, c'est plusieurs téléphones portables, jusqu'à 9, la gestion du trafic de drogue. Il a même dirigé en vidéo, live, une action contre des concurrents. C'est-à-dire qu'en même temps que les gars opéraient, ils disaient non, là, ensuite tu vas à tel endroit, tu auras une voiture qui t'attendait. Il faisait ça en simultané, en vidéo. Il a organisé effectivement des enlèvements et des séquestrations. Il cherchait à acheter des armes de guerre, fusils d'assaut à 6 000 € pièce. Il se faisait livrer ses repas 24 heures sur 24 et il avait une petite chicha pour la distribution. Mais ça veut dire que ça contredit. Mais ça contredit aussi en fait, le portrait qui est dessiné de Mohamed Amra contredit ce qu'on disait au début en disant on ne comprend pas pourquoi un tel commando pour un type comme cela. On voit quand même que c'était quelqu'un qui était un mafieux, qui avait de l'argent, qui était un chef de clan, qui était capable de commanditer l'enlèvement de personnes, etc., demander des rançons, etc. Donc il avait les moyens, effectivement, d'organiser ce commando, d'acheter les armes. Et donc voilà, c'est une réponse. Parce qu'au début, on se disait, ah, mais c'est bizarre qu'un type comme ça. Ça veut dire aussi que finalement, on l'a sous-estimé ou on nous a raconté un peu des pipeaux. Oui, peut-être plutôt ça. Oui, d'autant que. Oui, mais alors, si on nous a raconté du pipeau, excuse-moi, mais si on nous a raconté du pipeau et qu'on a fait voyager ce mec dans un véhicule, une camionnette avec 3 faux types et qu'ils se sont fait agresser. On les a mis en danger. Là, c'est très, très grave. Oui, parce qu'on les a mis en danger. On les a mis en danger. Et c'est marrant parce qu'il y a eu au départ un premier détail qui a surgi. Il était en train de scier les barreaux de sa prison. C'est pipeau, ça. Ça avait commencé comme ça. Et on a dit c'est bizarre. Je n'y crois pas une seule seconde. Je sais pas pourquoi, c'est sorti ce truc-là, puis ça a disparu. C'est une info d'ailleurs qui n'est plus reprise. Donc, les magistrats qui sont en charge du suivi de ce personnage, parce que pour que les services pénitentiaires les laissaient avoir tout ça, tu vas pas me dire la chicha, le Deliveroo et compagnie, mais tout le monde est payé. C'est des fonctionnaires corrompus qui ont fait ça. Ils ont eu l'ordre peut-être d'un juge en leur disant laissez-le Amra, on le surveille. Donc, si c'est une hypothèse, vraiment, parce que les magistrats ne rendent jamais de compte. Les magistrats ne rendent jamais de compte sur les ratés qui peuvent exister dans le suivi d'une affaire. Et je peux comprendre, ils ont peut-être 50 dossiers, peut-être que le juge d'instruction, il en a 10 ou 15 ou 20 des Amra à surveiller. Non. Mais moi, je suis désolée, il y a peut-être eu une faille et il va falloir qu'à un moment donné, le magistrat en charge s'explique. Comment on se fait livrer des repas 24 heures sur 24 La dernière fois qu'il y a une agression violente de ce type-là, c'était en 1992. Il n'y en a plus depuis. Non, mais ce que je te dis, c'est que c'est quand même pas une affaire courante. C'est une affaire exceptionnelle et c'est une affaire d'une gravité exceptionnelle. Et moi, je pense très sincèrement que peut-être les magistrats ont une responsabilité, mais je pense très sincèrement que c'est parce que quand on a du blé, quand on a beaucoup de pognon, on peut acheter absolument tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on peut se faire livrer 24 heures sur 24 des repas. On peut se faire livrer 24 sur 24. On peut avoir des téléphones, on peut avoir des entretiens avec des avocats marrons, on peut avoir des tas de choses comme ça. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Mais la sœur qui se fait passer, la petite amie qui se fait passer pour la sœur au parloir simplement avec une carte d'identité. Pardon, mais enfin c'est pas sérieux. Mais pour aller dans ton sens, donc le repas arrive. Donc un surveillant prend la pizza, sonne à la porte de Amra et dit la pizza, Amra, c'est pour vous. C'est la pizza. Oui. Est-ce qu'il y avait suffisamment de sauce? C'est bien pour vous parce que j'en ai une dizaine. Là, je voudrais savoir pour la répartition. Est-ce que je laisse un pourboire au livreur? Est-ce que je laisse un pourboire? Est-ce que sauce piquante ou pas? Est-ce qu'il y a une boisson avec? Et ensuite, c'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention de pas mélanger tout et qu'il faut bien se considérer que cette affaire est tout à fait gravissime et exceptionnelle et que des situations comme celle-là, c'est pas l'évasion était exceptionnelle. Oui, mais les conditions de vie de Amra, je dis que ça c'est pas exceptionnel. C'est pas tout le monde qui a un certain nombre de bonnets, de gros bonnets. Oui, des mafieux. On les surveille comme ça. Oui, mais sauf que il joue quoi? Il joue les caïds dans la prison. Les petits les regardent. Ça veut dire que le petit qui vient d'arriver, qui a 19 ans, il le regarde lui faire. Il se dit oh la vache, le modèle. Barbara, excuse-moi, mais Barbara, je te signale que 95% des films entre 1960 et 1980 étaient des films qui valorisaient ce genre de trucs, qui valorisaient les gars qui étaient de la mafia, qui avaient des téléphones en prison ou qui s'évadaient ou qui se faisaient. Voilà, c'est pas Scarface et le parrain. Non, mais pas que, mais même avec les films de Belmondo, je veux dire, la starification des grands gangsters mafieux, c'est pas une chose nouvelle. Regarde tous les gamins de banlieue qui se baladent avec Scarface, avec la tête de Al Pacino en Scarface. Nabil est avec nous, il nous appelle de Gironde. Bonjour Nabil. C'est modèle. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Ancien militaire, Nabil, votre fils est en prison? Exactement.
Exactement. Mon fils est incarcéré, il a une vingtaine d'années, depuis à peu près 2 ans, depuis sa majorité, pour petit trafic de stupéfiants. Petit trafic, alors je ne sais pas si on peut dire petit ou gros, mais bon, en tout cas, trafic de stupéfiants, point de deal, 1 fois, 2 fois. Et moi, j'aimerais intervenir simplement dans votre émission pour vous dire que la fiction a largement dépassé la réalité dans les centres pénitentiaires. Arrêtons de croire aux bisounours. C'est-à-dire que c'est pas le monde de bisounours. Tout à l'heure, je vous entendais parler de corruption. Aujourd'hui, les gros détenus, les gros voyous qui sont en prison n'hésitent pas à faire suivre les agents de... Oui, c'est ça. Et ils sont menacés. Ah, mais bien sûr que oui, sûr que oui. Ils n'habitent pas à 600 km. Un gros voyou qui a les moyens et qui a sa petite équipe de mafieux, il faut dire les choses comme elles sont, va pas hésiter à faire suivre un gardien de prison, à prendre des photos, à lui montrer en lui disant on sait où t'habites et patati. C'est la même chose pour les nouveaux détenus. Quand ils arrivent en prison, ils n'ont pas de quoi cantiner. Ce qu'on appelle la cantine, c'est pour acheter du shampoing ou autre. Vous avez les gros voyous et les petits malins qui sont là depuis pas mal de temps, qui connaissent le circuit, qui vont aller leur dire bon ben voilà, on va te donner un paquet de cigarettes par exemple pour te dépanner, tu nous rembourses. Le paquet de cigarettes en prison coûte 50 €. C'est ça. Et puis c'est un effet. Et ensuite, une fois qu'ils ont des dettes de 300, 400, 500 €, ces petits jeunes, je vous en parle en connaissance de cause, ils se retrouvent dans un engrenage verrouillé, coincé, et même à la sortie de prison pour pouvoir rembourser des dettes qu'ils ont eues en prison. Exact. C'est un écosystème. C'est vraiment un écosystème. La réalité dépasse vraiment la fiction. Voilà. Ça veut dire que Nabil, ça veut dire que votre fils qui est incarcéré, vous pouvez, on parvient à lui faire passer des choses. Vous pouvez arriver à lui faire passer des choses. Alors moi, c'est pas compliqué. Vous savez, je ne lui fais passer rien du tout puisque je ne veux pas le voir. Voilà. Okay. Voilà. Comme ça, c'est clair. Vous êtes en rupture avec lui ? Je suis complètement en rupture. Il m'appelle de temps en temps. J'essaie de le motiver ou quoi que ce soit quand il peut m'appeler. Il a quel âge ? Il a 21 ans. Il a 21 ans. Il a fait quoi sans trop d'inscription. Trafic de drogue. Oui, point de deal, 1 fois, 2 fois, 3 fois, quoi. Voilà. Et vous pensez que ça va lui servir de leçon, enfin qu'il va essayer jamais de la vie, jamais de la vie. Jamais de la vie. Si vous regardez les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, ils arrivent à se filmer en train de faire du sport, en train de fumer des chichas, en train de s'éclater. Donc il vit pas ça comme un enfer, quoi. Si, parce qu'il ne peut pas sortir, bien évidemment. Il y a une privation de liberté, oui. Il y a la privation de liberté, mais derrière, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Et est-ce que votre fils, il prend des antidépresseurs ou des trucs comme ça, ou est-ce que c'est juste le cannabis, ou est-ce qu'il prend des trucs ? Non, c'est juste le cannabis. Il est dans un processus de réinsertion, une formation, Même pas. Voilà, donc on ne prépare pas spécialement la sortie. Alors attendez, parce que Nabil, j'ai un surveillant de prison qui vient d'arriver. Merci Nabil. Merci pour qui est au 32-16 avec nous. Bonjour Corentin. Oui, bonjour. Comment avez-vous réagi en entendant les conditions de détention de Mohamed Amra ? En fait, moi, j'en ai un peu ras-le-bol depuis la mort de mes collègues, qu'on parle de conditions de détention plutôt que de parler des conditions de travail, en fait. C'est-à-dire ? Non, mais bien sûr. Mais justement, les deux sont un peu mal au ventre. Les deux vont ensemble. Les deux sont liés. Oui, j'ai bien l'impression qu'en fait, les deux vont ensemble, mais on met on met la lumière que sur une chose, quoi, en fait. On dit justement que les conditions... On est scandalisé par ce qui s'est passé pour Mohamed Amra. Ces conditions de détention révèlent vos conditions de travail. Bien sûr. Révèlent vos conditions de travail lamentables. Donc, ce serait bien de le dire un peu plus. C'est ce qu'on a dit dès le début. Corentin, on voudrait savoir quelle est la part de corruption qui peut exister dans votre profession, et puis aussi la part de menace. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il y avait une pression aussi sur les agents pénitentiaires, des menaces peut-être sur eux, pour leur famille. Racontez-nous. Sur la partie corruption, faut pas cacher qu'il y en a. Après, faut pas non plus faire une généralité. De dire que tous les surveillants sont corrompus, c'est faux. Il y en a, ça existe, comme partout, comme
Vous avez Barbara Lefebvre, je pense, comme dans l'éducation nationale. Comme dans la police. Comme dans la police. Barbara. À l'éducation nationale, vous savez, on nous glisse rarement des petits billets. Pourquoi voilà, il doit y en avoir. Corentin, attendez, Corentin, je voudrais comprendre. Comment se fait-il que Mohamed Amra ait pu bénéficier de tout ça et pu continuer de mener son business dans sa cellule? Est-ce qu'à votre avis, les policiers l'avaient mis sous surveillance et avaient donné des consignes en disant on l'écoute, laissez-le faire, ou est-ce qu'il a vraiment berné tout le monde alors? Alors non, déjà, c'est pas forcément je suis pas d'accord du tout pour dire que c'est les surveillants qui laissent faire. C'est par exemple quand vous arrivez le matin pour prendre votre appel. Alors c'est un exemple, hein, les chiffres sont peut-être pas bons, mais l'exemple est bon. Vous devez avoir 50 surveillants pour faire tourner votre établissement. Vous arrivez à l'appel, vous êtes à moins 15 agents. Vous allez m'expliquer comment vous faites pour faire toutes les tâches de la journée. Donc il y a des choses dont vous êtes obligé de faire l'impasse. Je vous repose la question, Corentin. Je repose ma question différemment. Est-ce que de temps en temps, on vous dit, vous avez des consignes en vous disant fermez les yeux sur ce détenu parce que la police mène son enquête, il est écouté et autres. Est-ce que ça peut arriver, ça, dans le cadre d'une procédure judiciaire? Alors, les consignes, on les a pas forcément directement. Mais moi je sais, parce que je parle d'expérience, hein, j'ai déjà eu le cas, trouver un téléphone portable dans la cellule et le chef de bâtiment me dit tu vas le remettre parce qu'il est sur écoute. D'accord. Moi j'ai dit il est hors de question que je remette un téléphone portable dans une cellule parce que j'ai ma conscience professionnelle, j'ai mon professionnalisme, etc. Si vous voulez le remettre, vous y allez. Précisément, vous avez une conscience professionnelle, mais je sais, parce que je travaille aussi en prison, que parfois, quand par exemple il y a 6 téléphones portables dans une cellule, comme c'était le cas chez ce gars-là, il y a un laisser-aller de la part des professionnels.